Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les dilemmes, les tensions et les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Aujourd'hui, je vous amène dans une aventure, la construction d'une IA souveraine européenne via l'open source et les communs numériques. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Michel-Marie Maudet, cofondateur et directeur général de l'Inagora. Donc l'Inagora qui, depuis 25 ans maintenant, défend une vision profondément engagée du numérique à travers l'open source. Donc tu es ancien du ministère des Armées et tu incarnes vraiment aujourd'hui cette approche de la souveraineté numérique by design, donc fervent défenseur contre vents et marées sur ce sujet. Et donc, avec l'Inagora, vous développez des solutions open source, notamment pour s'affranchir des dépendances technologiques étrangères, donc notamment, je pense aux GAFAM. Et vous avez récemment donc lancé Lucie et via l'initiative OpenLLM. Donc, je te laisse te présenter et nous parler rapidement de Lucie et OpenLLM. Et puis après, on aura l'occasion de creuser dans chacun de ces sujets. Bon, bah, écoute, merci en tout cas pour l'invitation, Daphné. Je suis très content d'être avec toi là cet après-midi. Alors, c'est un long parcours, tu disais 25 ans, mais alors ça a bien commencé pour moi bien avant, puisque effectivement, tu parlais du ministère de la Défense à l'époque. Hein, on parlait du Mmh. ministère de la Défense au siècle dernier. Et surtout, moi, j'ai commencé, en fait, je suis vraiment le produit de l'informatique pour tous, en 1984. Et donc, toujours été très, très vite tombé dans l'open source, hein, pratiquement dans les années 90. Et c'est ce qui a conduit finalement à la fois la construction personnelle de ce que je suis, de mon parcours, des technologies auxquelles je m'intéresse, et bien sûr en fait de la création à la fois donc de l'Inagora en fait dans les années 2000, et plus récemment donc ce projet OpenLM qui porte l'ambition de créer des communs numériques dans le domaine de l'IA générative. OK. Voilà. Et juste, tu peux expliquer comment tu es tombé dans l'open source et qu'est-ce qui t'a forgé en fait cette conviction profonde que l'open source, c'est l'innovation responsable en fait? Alors, bah, j'ai commencé, moi, l'informatique à une époque où bah, les codes sources et ainsi de suite s'échangeaient. Alors, c'était sur des livres, hein, en fait, des magazines qu'on achetait. Et donc, on fallait retaper des lignes de code source indéfiniment le samedi après-midi pour faire tourner, en fait, des programmes. Et donc, moi, je suis né de cette génération où, effectivement, le code était libre, finalement. Mmh. Il était partagé, by design. Et donc, assez vite, mon père qui était dans l'enseignement et qui était aussi un doueur, donc un makers, a essayé de bricoler, des choses par lui-même et de partager ça, en fait, à la communauté, pédagogique avec laquelle il était, déjà associé, vraiment au tout début, hein, donc je te parle de ça, je devais avoir une dizaine d'années, hein. D'accord, ouais. Ah ouais, donc de Heu, père en fils. c'est exactement ça. OK. Et j'ai vraiment une influence. Et donc dès que j'ai eu l'occasion de découvrir, bien sûr, à la fois la Free Software Foundation avec Richard Stallman, et bien entendu le premier en fait noyau Linux qui sortait en fait avec Linus Torvald dans les années 90-91, Mmh. bah, globalement, j'ai testé et j'en suis jamais ressorti. Et donc ça a été comme ça. Et donc c'est pour ça qu'au sein du ministère des Armées, bah, j'ai aussi travaillé dans les grandes migrations de systèmes propriétaires vers des systèmes ouverts. Donc ça, c'était entre 95 et 2000. Et ensuite, donc à la fin de mon premier contrat au sein du ministère des Armées, j'ai décidé, en fait, avec Alexandre Zapolski, hein, qui est le président de la société, de créer bah, l'éditeur de logiciels qui est devenu aujourd'hui l'Inagora, avec toujours, et donc on a fêté les 25 ans, tu le rappelais là Mmh. récemment, mais avec, on a retrouvé le premier business plan de l'Inagora et les premières slides que j'ai en fait en format numérique, donc à date de février 2001. Ouais. Et donc c'est assez incroyable parce que Tu nous les dedans, partages? je pourrais les partager, et je crois que j'avais fait déjà un post OK, il y a ouais. quelques années. Et dedans, tu trouves le mot indépendance vis-à-vis Mmh. des éditeurs et opérateurs télécoms, puisqu'à l'époque, ceux qui Mmh. verrouiller un peu le marché, c'était les opérateurs télécoms, Mmh. rappelons-nous. Donc on parlait d'indépendance Ouais. et aussi, bien sûr, de logiciels libres pour essayer de rétablir une certaine forme, tu vois, de relation équilibrée entre les fournisseurs et les consommateurs. Et Mmh. on voit bien aujourd'hui, et je pense qu'on va en reparler dans le détail avec l'IA générative, où aujourd'hui on est sur des relations complètement déséquilibrées, Mmh. avec ces fameux verrouillages ou contrats de dépendance que j'appelle moi Mmh. les contrats de dépendance qu'on en a actuellement.
auquel où on doit absolument en fait sortir, à moins en fait d'être à jamais colonisé et puis d'être en fait simplement une colonie numérique des GAFAM. Ouais, exactement, ouais. Et donc, par rapport à, ce parcours, donc, open source, tu as fait, la migration, vers l'IA, donc, comment ça s'est opéré, cette transition naturelle, hein, quelque part? Parce que ça ruisselle maintenant l'IA dans tout le numérique, enfin, ça vient d'où en fait ce Alors pareil, je pense que ça c'est vraiment une influence de mes plus jeunes années, puisque moi je suis plutôt de la génération Odyssée de l'espace, Wargame et les Terminator. Et en fait, dans ces films en fait de science-fiction de l'époque, ce qu'on voyait, c'était en fait des hommes qui interagissaient en fait avec la voix, avec des systèmes numériques, avec des robots, des Mmh. entités. Et donc moi, ça a été toujours en fait quelque chose qui m'a passionné, c'est-à-dire en fait l'utilisation de la voix pour piloter en fait des Mmh. systèmes numériques. Et on va y venir puisque c'est comme ça que l'Inagora finalement a commencé à s'intéresser à l'IA et à l'IA générative dès 2016. Donc en fait, tu vois, ça date de Mmh. pratiquement 10 ans. Et puis aussi quand, un peu comme tout le monde en fait, puisque finalement il y a eu cette mise en lumière de l'IA générative en novembre 2022 quand OpenAI sort en fait ChatGPT au grand public. Mmh. Mais avant ça, dans beaucoup de projets et dans beaucoup de labos, il y avait de Mmh. l'IA générative, de l'IA symbolique. Et nous aussi en fait à l'Inagora, on en faisait, mais avec un focus peut-être moins fort qu'aujourd'hui. Et donc concrètement, l'accélération s'est faite en 2016. Mmh. Moi, je m'en souviens, c'est que je suis au CES, donc au Mmh. Customer Electronic Show à Las Vegas, en janvier. On voit, alors ça s'appelait pas Alexa à l'époque, mais on voit Ouais. une toute petite carte numérique et en fait des ingénieurs en fait d'Amazon qui étaient là et qui présentaient en fait ce qu'allait devenir en fait Alexa avec des interactions à la voix. Et je me suis dit, waouh, ils ont réussi à casser, ça y est, sur un tout petit dispositif transportable, le Mmh. fait de faire de l'interprétation de la voix. Sauf que ça ne marchait que en anglais, bien entendu, Ouais. et c'était bien sûr porté par un des GAFAM. Et donc dans l'avion, c'est vraiment, hein, c'est pas du tout du storytelling, hein, c'est vraiment dans l'avion entre Las Vegas et Paris, j'ai été vraiment complètement subjugué. Je me suis dit, à l'atterrissage, en fait, on a constitué ce qui est devenu l'INTO, donc Mmh. notre assistant en fait personnel aujourd'hui qui se déploie par exemple à la Commission européenne, au Parlement européen. Mmh. Donc c'est-à-dire une brique open source de transcription de la voix en texte et qui marche parfaitement en français et aujourd'hui dans d'autres langues, bien sûr l'anglais et dans les langues autres européennes. Et puis en 2022, quand ChatGPT arrive, dès tout début 2023, avec Alexandre, on prend la décision de dire bah, il faut qu'on apporte une solution et une réponse open source dans le domaine de l'IA générative et de ces fameux langages de modèles, donc les fameux LLM. Et c'est comme ça qu'en fait, à l'été 2023, on lance la communauté OpenLLM et toute l'histoire en fait de Lucie. OK. Donc ça, on va y revenir, à l'histoire de Lucie et de, OpenLLM. Avant, j'aimerais faire un petit focus, vraiment sur l'importance, de, la souveraineté numérique parce que toi, bon, tu es convaincue, depuis, des années, mais en fait, c'est un message, bah, qui commence à passer, on va dire, de plus en plus, réellement, ces derniers mois, du fait du contexte géopolitique, voilà. On se dit: «Ah bon, bah, finalement, les dépendances, c'est peut-être un risque. On a, bah, aussi le rapport, de avril 2025, de, Asterès sur demande du SIGREP, qui met en avant que 265 milliards, soit 80 du total des dépenses en logiciels et cloud professionnels, en plus, c'est que l'usage professionnel, est passé auprès d'entreprises, américaines. On a eu aussi, le rapport de, Mario Draghi, Bien donc sûr. en novembre 2024 sur, bah, le retard de compétitivité, de l'Europe et donc plus précisément, où il pointe un déficit, d'innovation en UE. Il nous rapporte que donc 70 des modèles d'IA fondamentaux sont développés aux USA depuis 2017. Et aussi que, depuis 2021, les entreprises européennes ont investi 270 milliards de moins que les US en recherche et innovation. Et ce qui est marrant, c'est, tu vois, même ordre de grandeur quoi, 270 milliards et finalement, c'est les 265 milliards qu'on donne aux États-Unis, qu'on pourrait rapatrier en Europe pour, en fait, rattraper, notre effort. C'est marrant cette coïncidence, des montants, qui est pourtant,
a priori fortuite. Donc, en quoi, aujourd'hui, la souveraineté numérique est un enjeu, majeur, plus qu'hier et d'autant plus, sur la question de l'IA? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux, pas uniquement au niveau des techniciens. C'est dans les conseils d'administration, c'est au niveau des politiques, c'est au niveau des décideurs que les technologies ne sont plus neutres. En fait, si on regarde les évolutions technologiques, l'électricité, le chemin de fer, tout ça, ça a été des révolutions qui ont bénéficié de façon universelle aux populations en fait, du monde. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, mais ça a commencé avec le cloud, mais c'est vraiment exacerbé avec l'IA générative, c'est qu'aujourd'hui, ce sont en fait des moyens à la fois de contrôle, de soft power, et qui sont vraiment contrôlés par un tout petit nombre en fait, d'acteurs et qui ont un réseau de distribution effectivement mondial. Donc il y a déjà, je pense, une prise de conscience de dire, oula, en fait, on est en train de confier notre destin numérique, notre futur numérique, à des entités commerciales, privées, euh, toutes petites en nombre, très rassemblées, et soyons honnêtes, qui n'œuvrent pas pour le bien commun. Mmh. Et on va y revenir. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que est-ce que économiquement, finalement, cette dépendance en fait aux acteurs et aux big tech, il est soutenable dans le temps. Mmh. À l'heure où, au moment où on se parle, il va y avoir une nouvelle loi de finances, on doit faire à peu près 40 milliards d'économies uniquement sur les finances publiques. Est-ce que un État comme la France peut encore se permettre, puisque tu citais l'étude en fait Asterès, donc c'est 265 milliards pour l'Europe, et si on regarde en fait sur le territoire national, Mmh. c'est 65 milliards. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, là où on doit faire des économies, de continuer à donner de l'argent gratuit? Mmh. Puisqu'en fait, c'est des systèmes de licence. Il n'y a plus réellement d'innovation. Mmh. En fait, c'est des économies de rente. Est-ce qu'on peut se permettre encore en 2025 de donner gratuitement 65 milliards à des éditeurs hors de la plaque continentale européenne? La réponse est non d'un point de vue économique Mmh. et bien sûr aussi d'un point de vue du responsable politique. Je pense que ça vient renforcer le premier en fait indice. Mmh. Et ensuite, dernier aspect sur les technologies, le problème c'est que je ne vais pas revenir sur la longue litanie en fait, tu vois, des rendez-vous manqués ou des innovations pourtant issues de l'Europe mais qui ont été industrialisées et dont bénéficient aujourd'hui d'un point de vue économique les grands acteurs en fait américains. Oui. C'est pas l'objet de notre discussion, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de dire que la dépendance technologique que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de ces acteurs, euh, si on se concentre vraiment sur les aspects technologiques, elle nous verrouille dans notre propre capacité à innover. Mmh. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que, par exemple, tu parlais de mon passé au ministère des Armées. Le ministère des Armées, il se réarme, mais il se réarme aussi d'un point de vue du numérique, parce que de toute façon, il n'y a plus d'armée, et il n'y a plus de société aujourd'hui sans numérique. Mmh. Et donc globalement, la volonté de se réapproprier la technologie, de la maîtriser, elle est essentielle, non pas pour aujourd'hui, mais pour développer en fait effectivement les systèmes de défense ou d'armement de demain, ou, si on revient dans le plutôt quelque chose de plus civil, plus pacifique, notre société et notre projet civilisationnel. Mmh. On ne peut pas en fait imaginer une civilisation ou une communauté d'intérêt française sans avoir une réflexion sur un numérique français au bénéfice de notre communauté française. Donc je pense qu'il y a ces trois Français ou aspects. européen, parce que tu as les 2 niveaux aussi, que tu peux mettre, Alors, oui, c'est essentiel et on le verra dans le domaine de l'IA générative. Aujourd'hui, bien sûr, la zone d'action et en tout cas les zones d'investissement, elles doivent être au niveau européen puisqu'on fait face, comme tu le disais, à des déficits d'investissement en fait, qui sont tellement importants aujourd'hui que bien sûr, on n'a pas le loisir de se faire la compétition entre les différents États membres en Europe. On doit être plutôt dans une phase de d'action commune et Mmh. d'action en fait collective. Et on y reviendra. C'est pour ça que moi je défends en fait cette notion de commun numérique dans le domaine de l'IA générative, parce qu'en fait il faut qu'on ait
un socle commun européen qui va permettre aux États membres, après, de développer leurs spécificités Mmh. et éventuellement faire émerger des écosystèmes technologiques locaux, puisqu'ils vont en avoir besoin. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment au cœur d'un projet européen, Mmh. civilisationnel, sociétal. Et ça, voilà, c'est pour ça qu'en fait, on se bat sur le plan technologique, mais aussi, il me semble, sur quelque chose qui nous dépasse en tant que technologue, mais plutôt, en fait, un sujet sociétal. Ouais, ouais, c'est intéressant. Je pense on aura, l'occasion d'y revenir quand on parlera, des challenges, mais finalement, en fait, le lien, entre le numérique et l'existentiel, en fait, la société, c'est toutes les questions qu'on est en train de se poser, en fait, quand on est confronté à l'intelligence artificielle et donc là, bah, c'est la parfaite, transition donc vers, donc cette notion de l'open source et des communs numériques. La stratégie, aujourd'hui affichée, ou du moins enclenchée au niveau de l'Europe, c'est de dire, bon nous, on va, capitaliser donc sur l'open source et les communs numériques. On va, accélérer comme ça, l'innovation. Est-ce que déjà tu peux, nous éclairer un petit peu sur, la différence que tu fais entre open source et commun numérique? Et dans un second temps, bah, détailler un peu plus en quoi, c'est, la stratégie potentiellement, gagnante pour l'Europe, heu, bah, par rapport, aux spécificités qu'on a en Europe, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, alors, open source comme un numérique. Alors souvent, en fait, on a tendance à plutôt les associer, à dire à Ouais. peu près c'est la même chose, ou l'un est inclus dans l'autre, et ainsi de suite. Alors moi, je fais en fait vraiment une différence parce que ce que l'on voit, c'est que l'open source ou le logiciel libre que j'ai connu dans les années 90 et celui qu'on pratique dans les années 2020-2025, c'est plus la même. Mmh. Aujourd'hui, les grands acteurs de l'open source, ce sont qui? Microsoft, Mmh. IBM, Google, c'est aussi les GAFAM. Mmh. Donc attention, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'open innovation, donc en fait l'open source en termes de levier d'innovation, mais les modèles économiques ou les tentatives en fait de fabriquer des économies de rente, y compris sur des logiciels libres, Mmh. allez, tout à fait, c'est notre Mmh. quotidien. La différence que je fais, donc effectivement, avec les communs numériques, c'est qu'un commun, pour moi, ça reste effectivement un commun ouvert, sans restriction d'usage, alors que globalement, les produits open source d'IBM Mmh. et ceux de Microsoft, ben, on a des modèles open core, des modèles Mmh. premium, où donc il y a une version communautaire, mais globalement, pour les entreprises, tu es obligé de payer un droit de souscription Mmh. et un droit d'usage. Donc, c'est pour ça que c'est bien différent de ce que moi j'appelle un commun qui Mmh. doit être libre d'accès et avoir en fait une universalité qui soit beaucoup plus importante. Mmh. Et puis, il faut que la gouvernance, le pilotage de ces communs, elle soit ouverte là aussi et pas Mmh. détenue entre quelques acteurs. Et donc concrètement, pour te donner un exemple, c'est pour ça qu'on a créé cette communauté OpenLLM France qui est devenue Mmh. OpenLLM Europe, où le cœur de l'innovation de l'IA générative qu'on développe au sein de la communauté, il n'appartient pas à l'Inagora. Il Mmh. appartient en fait aux 11 acteurs du consortium. En fait, donc il y a le CEA, il y a en fait l'école polytechnique, il y a le Lauria, donc des labos en fait de l'INRIA. Il y a d'autres boîtes en fait privées, donc OPSI. Donc une gouvernance partagée Mmh. et en plus une communauté d'intérêts qui permet de nous aiguiller dans les choix et c'est pour ça que moi, je trouve que le titre Insider, en fait, sur l'IA éthique, IA responsable, parce que effectivement, je crois que qu'on cherche à faire avec OpenLLM et cette gouvernance autour d'un commun ou de communs au pluriel Mmh. numérique, c'est de rechercher cette responsabilité, parce qu'on va le voir très certainement, quand tu entraînes un modèle, tu es fait face en fait à de nombreuses Mmh. questions, à la fois éthiques et qui est difficile d'être, comment dire? Tranché par une seule personne. Ouais. Et donc au moment où on se parle, donc je pense que tu as vu l'annonce cette nuit de Grok 4, Mmh. donc le modèle en fait de xAI, donc d'Elon Musk et on le voit bien, les premières critiques, les premières analyses disent: «Bon, bah, finalement, c'est un modèle qui est, très orienté, Mmh. politiquement, très, voilà». Et donc bien entendu, si aujourd'hui on réfléchit, puisque pour répondre à la deuxième partie de ta question, pourquoi les communs, en fait, c'est certainement la bonne option pour l'Europe? Parce que globalement, l'Europe, c'est pas une entité unique. Mmh. Rappelons qu'on est 27 États membres. Dans ces 27 États membres, il y a 24 langues,
il y a 2 voire 3 alphabets. Donc on est obligé de gérer une certaine forme de diversité Mmh. et donc tu peux pas, en fait, être seul aux commandes et décider d'imposer. Mmh. Parce que du coup, mécaniquement, tu vas exclure ou ne pas avoir une approche responsable et faire vis-à-vis, en fait, des autres États membres. Mmh. Donc la seule façon, en fait, aujourd'hui, pour l'Europe de créer de l'IA générative qui soit acceptée et acceptable pour l'ensemble des citoyens européens, on n'a pas d'autre choix de créer des communs ouverts, avec une gouvernance partagée, pas uniquement avec des Mmh. franco-français, mais avec une communauté qui dépasse largement notre territoire. Pour ça que je te disais tout à l'heure, et tu avais raison de le rappeler, que la zone d'action sur l'IA générative, elle doit être européenne, tout Mmh. simplement parce que d'un point de vue gouvernance, il faut que ça soit fait avec les autres États membres. OK. C'est intéressant. En fait, c'est plus le sujet de la gouvernance. Mais donc comment est-ce que, tu gères en fait, voilà, c'est commun, c'est ouvert et c'est souvent un peu la critique, qui est faite, même sur l'open source. C'est qu'en gros, on ouvre tout. C'est ce qui fait peur d'ailleurs à des investisseurs parfois, c'est, on ouvre et puis après tout le monde se sert donc voilà, les Américains aussi peuvent se servir, les Chinois aussi, et comment est-ce qu'on gère, avec, les communs numériques, le niveau de contribution de chacun, la propriété intellectuelle, tout ça? Enfin, Alors, il y a beaucoup de c'est choses à voté ça? dire. Ouais, Ouais, c'est alors déjà, en fait, il y a des modèles qui sont différents entre les fondations américaines, parce que par exemple, les grands communs ou les grands logiciels libres ou les logiciels open source, tu vois, lapsus révélateur, donc je devrais plutôt mmh, parler de logiciels open source. Donc au sein de la Linux Foundation, au sein de la, par exemple, de la CNCF, donc la Cloud Native Foundation. Euh, Généralement, en fait, la gouvernance, elle est pilotée par le nombre de dollars que tu as dans le membership. ouais, c'est ça. Mmh. Donc, bien entendu, c'est pas ce qu'on fait. Mmh. Nous, les fondations, ou les mécanismes, en fait, aujourd'hui, qu'on met en œuvre, ils seront vraiment basés sur la méritocratie, donc ce qui était, en fait, à l'origine, les fondamentaux des logiciels libres, hein, au sens, Free Software Foundation. C'est-à-dire que, tu apportes du code, Ouais. tu apportes de la documentation, hein, tu pas besoin d'être codeur, hein, tu peux apporter, en fait, voilà, une aide, en fait, effective à un projet Mmh. et tu vas comme ça à la méritocratie, ben, avoir de plus en plus, finalement, de droits à voter ou de droits, en fait, à décider de Mmh. la suite des opérations. Alors, OK. comment ça se concrétise dans notre cas? Donc, il faut rappeler donc OpenLLM, hein, donc il y a la communauté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, OpenLM France, ça doit être une des plus grandes communautés francophones dédiées au sujet de l'IA générative, puisque Mmh. sur notre Discord, on est à peu près à 1200 personnes. Alors, comme dans toute communauté, tu le sais très bien, hein, il y a la règle des 90, 9, 1. Mmh. Donc 90 de curieux, 9 d'actifs, et puis 1% en fait, un peu qui constitue ton Mmh. air, de ton cœur, mais ton noyau dur. Mais ben, 1%, tu vois, ça fait quand même 120 personnes en fait Mmh. aujourd'hui qui travaillent au quotidien. Et je pense que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus grand que les équipes d'engineering ou de ceux qui choisissent soit chez OpenAI, soit en fait dans les équipes d'engineering au plus proche d'Elon Musk. Mmh. Donc déjà, en fait, on a cette ouverture qui est opérée. Et après, donc, en fait, on a des comités. Et donc, les comités, aujourd'hui, il n'y a pas de membership, hein, puisque la Mmh. communauté OpenLLM, elle n'a pas de, comment dire, de fonctionnement ou de structuration légale. Donc, globalement, les gens, en fait, manifestent leur intérêt. C'est ouvert à tout le monde, hein, donc tous les auditeurs peuvent, en fait, rejoindre le serveur Discord, hein. Il n'y a aucune barrière, en Mmh. fait, à l'entrée. Il y a pas de membership, tout le monde, en fait, est invité et ensuite, bah, bien sûr, on va avoir en fonction, bah, finalement, de l'intérêt, des contributions, bah, si on identifie quelqu'un qui peut vraiment apporter de la valeur ou qui a des bonnes idées, bah, on va le faire entrer en fait sur nos réseaux, sur nos boucles plus opérationnelles, où on va piloter bah, les structurations du modèle, les Mmh. plateformes d'inférence et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et avec les 11 acteurs qui font partie du consortium un peu là, qui est financé par l'État dans le cadre de France 2030, donc qui sont des acteurs à la fois recherche académique et acteurs privés. Donc là, on a en fait un meeting tous les mois, OK. une sorte de steering committee, un comité de pilotage, avec un ordre très précis, un ordre du jour hein, qui prend les différentes grandes étapes de notre projet. Et donc, on a des responsables de l'eau,
qui sont pas que des lots qui sont distribués en fait entre les différentes entités. Par exemple, on a un lot éthique Mmh. licence qui est piloté en fait par l'université Sorbonne Paris 1. OK. Donc tu vois, en fait, des gens qui sont spécialisés, qui sont en fait des gens qui nous apportent leur expertise. Mmh. Et donc là, voilà, en fait, on est sur des gouvernances et des mécanismes en fait, alors donc plus ouverts. Et par contre, est-ce que ça va plus vite ou plus lentement? Bah, c'est sûr que dans ces mécanismes-là, bah, il y a de l'alignement en fait de points de vue qui doit être un peu Mmh. plus long. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans une stratégie un peu comme Mistral, où Mistral en fait il délivre une feuille de route très opérationnelle. C'est pour ça qu'on les voit très peu en fait dans les événements communautaires ou impliqués Ouais. dans des produits comme ou dans des projets comme OpenLLM, parce que finalement ils ont besoin d'aller très très vite sur des Mmh. équipes assez restreintes. Mais le problème c'est que finalement tu dépends en fait d'un acteur. Nous, ça Mmh. prend un peu plus de temps, mais on estime que encore une fois, si on se place sur le fait que ces modèles ont un impact sociétal et civilisationnel, qui est l'Inagora pour décider seul, en fait, finalement, de l'orientation, des données d'entraînement et des Mmh. mécanismes qui doivent être mis en place, en fait, dans l'UCI. En fait, si je résume, c'est vraiment, prendre le temps de bien faire les choses, quoi. C'est, Alors, bien faire les choses, ça, c'est l'objectif. On prend surtout le temps, aujourd'hui, d'être en accord avec nos réglementations, mmh, IA Act, RGPD. Et ça prend déjà du temps. C'est ouais. pour ça que Mmh. les autres ne publient pas leur dataset d'entraînement parce qu'il y aurait beaucoup à dire et ils seraient obligés de se contraindre à un certain nombre d'exigences auxquelles nous nous astreignons aujourd'hui et qui sont très longues. Mmh. Euh, et, euh, et aussi, on s'astreint en fait à rester aligné avec nos valeurs. Et donc, quand tu veux faire de l'universalité, quand tu veux faire en fait des systèmes ouverts, il faut déjà en fait en discuter avec une base la plus large possible. OK, ouais. OK. Intéressant et donc tu mentionnais, Mistral. Moi, ça, c'est un sujet souvent qui me fait tiquer, tu vois? C'est l'association de Mistral avec, la notion de souveraineté européenne. Sachant que Mistral, bon, n'est pas, enfin, on n'a pas justement cette transparence sur la gouvernance de Mistral, que les investisseurs sont américains, qui vont devoir relever de l'argent probablement à l'étranger. Comment tu vois, tout ça, toi? Enfin, comment tu perçois, Alors, déjà, première chose, le projet Mistral et l'entité Mistral, elle est extrêmement importante. On avait besoin, en fait, d'avoir un drapeau, d'avoir, en fait, un représentant, d'avoir un champion, puisque c'est comme ça qu'on le présente aujourd'hui, un champion européen. Donc aujourd'hui, on a un champion européen. Est-ce que ça en fait un champion de la souveraineté pour demain? Très peu de personnes peuvent le dire. Ça va dépendre effectivement, à la fois de la stratégie de l'entreprise, qui, bah, leur appartient. qui appartient aux investisseurs plus techniquement, tu vois? Enfin, Et au board qu'ils ont mis en place, sur lequel on a zéro information finalement. voilà, Voilà. effectivement. Et par ailleurs, alors récemment, j'ai pu avoir des échanges, et donc ils n'iront pas en bourse. Donc en fait, il y aura pas donc il y aura pas d'IPO, donc il y aura pas de transparence, effectivement, sur les organes de gouvernance, le board et ainsi de suite. Ce qu'on connaît, bah, c'est effectivement les annonces, en fait, des levées et on a vu en début de semaine, bah, qu'ils sont repartis sur une levée d'à peu près 1 milliard. Bah, suivant d'où viennent, en fait, ces fonds, effectivement, on pourra s'interroger, on pourra regarder effectivement, est-ce que ça reste en fait un champion européen? Oui, non. Et à eux, en fait, finalement, de dire en quoi, dans leur stratégie, ils vont être un opérateur de la souveraineté dans la durée pour l'Europe. Mmh. Je ne suis je peux pas, en fait, me prononcer par rapport à ça. Ce que je me dis, c'est qu'on a vu tellement d'autres exemples dans le passé Mmh. que moi, je prévois un peu le plan B. Oui. Donc notre plan, en fait, avec Lucie, le plan avec OpenLLM, c'est que dans le cas où l'aventure Mistral n'était pas à terme une solution viable ou qui apporterait toutes les garanties de sécurité, de protection à l'immunité en fait sur les lois en fait extraterritoriales et ainsi de suite, il faut qu'on ait un plan B. Donc aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on passe nous en dessous un peu les radars, donc sous les effets d'annonce, hein, puisqu'aujourd'hui il y a une grosse mise en avant en fait Mmh. effectivement de Mistral et c'est très bien. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, je pense que c'est bien. Attention, puisqu'on a vu d'autres très belles pépites nées en France, avec un très beau destin européen, et qui sont passées sous Mmh. giron en fait des big tech et qui ont complètement disparu.
et qui ont été en fait effectivement pas mal de désillusions. Donc il faut être pas méfiant, mais vigilant. Et je pense que de toute façon, on va avoir des réponses là dans les prochaines semaines, puisque effectivement, si ils n'arrivent pas à lever sur des fonds européens, on risque d'avoir en fait une bascule de l'actionnariat très forte Mmh. outre-Atlantique. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que effectivement, ils ne garderont pas Ouais. une orientation, un projet, mais comme ils s'expriment quand même très peu là-dessus, moi, il y a très peu de prise de Mmh. position sur ce sujet en fait ou souveraineté. Si on remarque bien, ils parlent beaucoup d'open source, mais open source, encore une fois, c'est c'est pas parce que tu es open source que tu es souverain. Mmh. Open source, piloté par un très petit nombre d'acteurs et sur lequel en fait tu obliges pour bénéficier des meilleures performances de tes modèles à être sur une plateforme d'inférence qui est managée par une entité privée, tu n'es plus en fait effectivement dans moi ce que je considère être un Mmh. commun numérique et quelque chose qui soit euh, au service de la souveraineté. Mmh. Ouais. Ouais, moi, je suis un peu moins, optimiste, dans le sens où, enfin, la série B, en fait, ils ont déjà dû aller chercher de l'argent, Mhm. outre-Atlantique. Donc en fait, voilà, l'actionnariat avait a priori pas encore basculé, mais déjà la gouvernance potentiellement et donc là, effectivement, on a ce vrai sujet et puis après on a aussi le sujet de open source donc tu as l'open source quand même à l'américaine. Vous, vous êtes dans l'open source hardcore, hein, on va dire et je pense qu'on peut peut-être, développer un petit peu plus, ce sujet-là, notamment, on va parler de Lucie, en quoi c'est du véritablement, open source versus, l'open source, on va dire, à l'américaine où, tu vois, tu as Meta, qui, la communauté, open source, considère qu'en fait, les limitations, sont sur les licences. Ça fait pas vraiment de l'open source, puis t'as pas, tu peux faire, avec l'IA, tu as différents degrés d'ouverture, donc open data, open weight, open source. Voilà, est-ce que tu peux, poser un peu les bases, là-dessus et nous dire, comment vous faites les choses, chez Lucie et d'où, enfin nous parler concrètement vraiment de Lucie, l'alternative, quoi? Bon, c'est vachement bien qu'on aborde ce point-là parce que pour moi, il est essentiel, hein. C'est vraiment au cœur de notre démarche. Parce qu'aujourd'hui, en fait, comme tu le sais bien, c'est que quand tu utilises le mot open source, du coup, tu te drapes d'une certaine forme. Alors, tu vois, parfois, on l'associe à commun numérique, on l'associe à souveraineté. Mais donc, il faut apporter ces éléments de clarification. Donc, première chose, si on revient en fait à ce qu'on veut faire, on veut un modèle qui soit ouvert et universel. Donc, universalité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction à l'utilisation, que ça soit sur des lieux géographiques Mmh. ou par rapport à des limitations par rapport à la puissance de calcul que tu mets pour opérer ces modèles. Mmh. Donc, en ça, donc les modèles de méta, donc les derniers modèles de méta, donc la Mac 4, n'est pas utilisable par les citoyens ou des entités basées en Europe, puisque les datasets ne respectent pas en fait l'IA Act et le RGPD. Mmh. Donc ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est carrément en fait dans les conditions d'usage du modèle. Donc c'est Meta qui publie. Donc si tu vas sur le site pour télécharger la Mac 4, si tu es citoyen européen ou si tu es une entité en fait rattachée en fait dont ton siège social est en Europe, tu n'as pas le droit en fait d'utiliser. Mmh. Donc ces restrictions, effectivement, elles ne nous conviennent pas. Donc ça, pour nous, ce qu'on appelle un modèle réellement open source, c'est un modèle qui ne va pas avoir de restriction d'usage, ni d'un point de vue géographique, ni sur la puissance en fait de calcul. Premier élément. Deuxième élément, ce sont en fait des modèles où il y a 100% de transparence. Et en fait, finalement, ces modèles de langage, ils ne sont qu'une représentation des données d'entraînement. Donc, si tu ne connais pas la donnée d'entraînement, Mmh. tu ne connais pas le modèle et tu n'en maîtrises pas le fonctionnement. Et donc, pour nous, c'est important parce que quand on dit qu'on veut être souverain, alors là aussi, on peut définir ce qu'on appelle souverain, mais moi, ce que j'aime en fait à rappeler quand on parle de souveraineté, et je préfère par ailleurs parler d'autonomie, Mmh. c'est-à-dire qu'on ait la capacité à reconstruire de bout en bout, en fait, la technologie Mmh. et qu'on en soit complètement maître. Et aujourd'hui,
y compris avec Mistral, nous n'avons pas accès aux données d'entraînement qui sont utilisées pour entraîner les modèles de Mistral. Donc là aussi, c'est un point de différence. Donc nous, on dit que pour qu'un modèle se revendique réellement open source, mais tout simplement open source, il faudrait qu'à l'image de ce qu'est un logiciel libre où le code source est publié, pour pouvoir reprendre ce code-là, le modifier, le recompiler et être complètement autonome, bah, il faudrait qu'on applique la même chose, ce qu'on s'applique à faire. On n'est pas les seuls, puisque ce que je remarque, c'est qu'en fait, on nous disait il y a 2 ans que c'était pas possible. Mmh. Et je vois que, par exemple, Hugging Face, donc, tu vois, une très belle pépite française, mais qui est aujourd'hui Parti. partie. C'est une boîte américaine, hein, soyons tout à fait clairs. Mais leur modèle, ils ont publié là récemment Small, la version 3. Et donc, ce matin même, donc, ils ont publié la totalité des données d'entraînement. Donc, on voit bien que ce qu'on nous disait qui n'était pas possible il y a 2 ans, Mmh. finalement, il y a d'autres acteurs qui sont en train de le faire. Donc, je pense qu'à terme, on aura raison. Donc, pour synthétiser, donc, un modèle réellement open source, c'est un modèle sans restriction d'usage, transparence sur les méthodes d'entraînement et la méthodologie de construction, et bien sûr, la transparence sur les données d'entraînement. Mmh. Et si tu réunis en fait ces 3 caractéristiques, bah, il y a plus beaucoup de modèles. Donc effectivement, tu as Lucie, tu as Bloom, qui était une initiative européenne, hein, donc Mmh. en 2021, avant même, tu vois, ChatGPT. Donc il y avait Bloom, ce modèle universitaire, académique, Mmh. mais sur lequel nous, on se revendique un peu comme, tu vois, là, les petits-fils ou les cousins, parce qu'en fait, on reprend en fait cette philosophie-là. Et donc, de plus en plus quand même d'acteurs. Donc, je parlais de Hugging Face. Autrement, tu as la fondation de Paul Allen, en fait, donc un des fondateurs de Microsoft, avec la fondation Olmo, et le modèle, pardon, Olmo, qui, pareil, adopte de plus en plus, en fait, une transparence Mmh. sur la totalité, en fait, de ces données d'entraînement et sur les licences, en fait, d'utilisation. Et OK. on pense que, euh, encore une fois, on pense que ça sera le modèle à la fin. Rappelons d'ailleurs, en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais donc là, on enregistre au mois de juillet, mais en avril 2025, Sam Altman, donc le CEO en fait d'OpenAI, euh, a évoqué l'idée de faire une publication d'un modèle open weight, alors pas complètement open source, Mmh. donc open weight, donc c'est-à-dire en fait un modèle qu'on peut télécharger, Mmh. utiliser un peu comme on le souhaite. Donc ça, c'est là où on trouve les modèles comme Mistral, par Mmh. exemple. Et donc, y compris OpenAI, réouvre en fait le game. Mmh. C'est-à-dire, en fait, on le sait très bien, au tout début d'OpenAI, en fait, c'était de faire des modèles open source avec la publication. Donc, les premières versions, ChatGPT 2, les datasets sont publics, hein, on peut les Ouais. consulter. Mais après, ChatGPT 3, en fait, donc il n'y avait plus en fait la publication des datasets. Mais on voit bien que, y compris les grands acteurs, Mmh. sont en train de se poser la question de savoir s'il n'est pas nécessaire, en fait, quand même, d'avoir une notion d'ouverture. Et là, pour le coup, pour terminer rapidement sur ce sujet-là, je pense que DeepSeek Ouais. et Qwen, en fait, le modèle Qwen, donc les modèles d'origine en fait, asiatique, eux, ne publient pas leurs datasets, mais par contre, ont beaucoup, beaucoup publié sur les méthodes d'entraînement et en particulier sur les éléments de raisonnement, donc qui est un peu Ouais. la vague actuelle, en fait, sur ces modèles de raisonnement. Et là, pour le coup, je pense qu'ils ont fait un petit peu, comment dire, changer la donne, puisque en Mmh. fait, avec DeepSeek, rappelons que quand DeepSeek sort au mois de janvier 2025, il est au-dessus de Ouais. tous les modèles de raisonnement, y compris en fait ceux de Claude et en fait de modèles Mmh. commerciaux comme en fait ChatGPT. Ouais, c'était une belle démonstration et là, c'était plutôt l'approche, open science. En fait, ouais, je pense que tu as vraiment cette notion d'open source washing, en fait, qui est en train de s'opérer, avec, cette, guerre, hein, finalement, entre Meta, OpenAI, change un peu de stratégie, il y en a un qui se prétend hyper ouvert. Enfin, il y a beaucoup de washing, tu vois? C'est comme au départ, Sam Altman, qui essayait de nous faire croire que, bah, OpenAI, c'était un projet, pour l'humanité, le bien commun, non profit et cetera. Bon, il y a des gens qui ont acheté, d'autres qui n'ont pas acheté, donc tout ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup de washing derrière. Là, le projet donc Lucie, OpenLLM, on est sur de la transparence, pure. On est vraiment sur, un projet,
Finalement, c'est limite un idéal quoi d'une Europe, Mmh. ouverte, qui s'entraide, qui est dans la transparence et ça, c'est hyper intéressant et donc c'est une approche que je trouve, vachement, intègre quelque part parce que finalement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, heu, aujourd'hui avec les réseaux et cetera, ce qu'on dit, finalement, prend le dessus sur ce qu'on fait. Ça, c'est un petit peu, le piège. Là, sur OpenLLM et Lucie, enfin, on voit que quand on regarde ce que vous faites concrètement, la démarche et l'intentionnalité est véritable et donc ça, je trouve ça vraiment, admirable et donc on a ce projet, donc Lucie, on va pas revenir sur toute l'histoire parce que c'est une aventure, incroyable que tu as déjà détaillée dans d'autres super, podcasts. Mais donc vous sortez, Lucie, début d'année, donc c'était plutôt un projet, voilà, c'était un projet plus, pas un lancement commercial, mais, Expérimental. expérimental, qui avait peut-être pas été annoncé comme tel, mais, c'était enfin, quelque part, assez incroyable de dire: «Bah, regardez, nous ce qu'on fait, on a un projet vraiment, commun, ouvert, d'innovation, voilà où on en est» et donc, Mmh. bon, comme, un peu comme, c'est arrivé aux plus grands, hein, c'est arrivé à Microsoft aussi avec, leur IA là qui a eu, exactement les mêmes problèmes. Mais donc vous, vous sortez Lucie, quiproquo sur les intentions, énorme backlash, sur, la presse, dans la presse et les réseaux sociaux et donc ça, petit aparté, moi je trouve ça dingue en fait que, on ait laissé ce sujet, dériver comme ça et tu vois, avoir un tel backlash au lieu de dire: «Bah regardez en fait, c'est hyper complexe en fait l'IA, on s'en rend pas compte». Là, tu as l'impression que c'est, facile parce que, tu écris dans une fenêtre de chatbot, on te répond, tu as l'impression que c'est facile. En fait, c'est un travail colossal que vous avez fait et les algorithmes sur les plateformes qu'on connaît, bah, en fait, ils préfèrent favoriser, voilà, les nouvelles, négatives. Donc plutôt que de dire: «Bah, regardez, on a une initiative avec très peu de moyens», parce qu'on rappelle, les GAFAM et cetera, c'est des moyens mais vraiment, colossaux. GPT-4 qui a coûté, plus de 100 millions de dollars pour son entraînement seulement. Google, qui prévoit, 50 milliards d'investissements, sur la partie infra, à venir. Enfin Mmh. et donc vous, vous arrivez avec ce projet hyper, humaniste quelque part, tu vois? Peu de moyens, vous dites: «Regardez ce qu'on fait, sympa», plutôt que de se dire: «Bah, génial, en fait, il se passe des choses en France et en plus, on veut faire les choses bien». Bon, gros backlash. Rapidement, comment, tu as vécu ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait, différemment, Alors, il faut juste rappeler un élément de calendrier, c'est qu'on la même semaine, le lundi, tu as Stargate qui est annoncé aux États-Unis. Mmh. Le jeudi, tu as DeepSeek qui est annoncé et nous, on arrive en fait le vendredi Mmh. et effectivement, suite à un tweet, qu'on ne maîtrise pas, il y a une mise en avant en fait de notre petit projet qu'on voulait ouvrir un peu dans la logique open source, hein. Tu sais, en fait, dans l'open source, on dit, «Release as often as possible» Ouais. et l'idée, c'est surtout de réaliser au plus tôt pour pouvoir, en fait, Mmh. avoir du feedback utilisateur. Donc tu disais, en fait, on vise un idéal. Donc effectivement, je pense qu'on vise un idéal et alors là, pour le coup, je l'assume parfaitement à titre personnel, c'est que quand tu vises un idéal, il faut être un peu candide et naïf Mmh. et c'est vrai que j'ai voulu appliquer ce que je connaissais, moi, depuis les années 90 sur l'open source en disant, «Bah, le truc, il est pas parfait, mais Mmh. on va le publier et puis on va voir, en fait, ce que ça donne et on va prendre du feedback et on va enrichir». D'ailleurs, en fait, c'était comme ça que c'était prévu, Mmh. et présenté. C'est-à-dire que quand tu te connectais, en fait, à lucie.chat, hein, qui était la plateforme, tu avais, en fait, un disclaimer qui disait: «Tiens, sur un projet expérimental», et on te demandait, en fait, ton accord pour que les données que tu allais, avec lesquelles tu allais interagir dans le modèle, on puisse les utiliser pour continuer l'entraînement de Mmh. Lucie. Donc il y avait pas de misunderstanding, en fait, sur notre intention. Mmh. La seule erreur, c'est qu'on l'a présenté comme, en fait, un outil de chat conversationnel qui ressemblait à 2 gouttes d'eau Mmh. comme à ChatGPT. Ouais. Et donc globalement, si tu veux, dans la même semaine où on annonce, 500 milliards en fait d'investissement sur Stargate, tu as DeepSeek qui fait vaciller en fait Ouais. Nvidia. Et ben nous, l'initiative franco-européenne Lucie et donc il y a un idiot bête en fait, qui lui arrive en fait à lui faire dire que,
de faire une omelette avec des os de vache, donc il y a eu vraiment le truc classique et des trucs un peu moins sympas comme, faire de la génération, de discours haineux, bah, on est obligé de prendre la décision, en fait, d'arrêter le service public Mmh. de mise à disposition du modèle. Mais le modèle, en fait, il a continué à évoluer et encore aujourd'hui, donc il continue à évoluer. Il est downloadé, il est utilisé par des clients, il est utilisé par aussi notre communauté. Mais l'erreur, et donc, pour répondre concrètement à ta question, c'est que c'était certainement à la fois, naïf, de dire: «Tiens, on va sortir quelque chose qui ressemble en fait à un agent conversationnel». Mmh. Et donc les gens vont dire: «Ah, c'est le ChatGPT à la française», et bon, là pour le coup, on n'était pas dans le bon Mmh. timing, en plus à 15 jours Ouais. de l'AI Action Summit, bon, on s'est un peu grillé en fait les ailes, Ouais. voilà. Bon, puis après on est quand même les spécialistes du French bashing, hein, en fait aussi, Ouais. donc voilà, donc il y a eu ça. Mais quand même, si tu remarques bien, parce qu'il y a eu 2 temps. La tourmente a duré à peu près une semaine. Mmh. Pour le coup, ça a été dur, donc on l'a vécu, alors moi ça m'a mis une mise en avant, dans les médias Mmh. que je connaissais pas, hein, de faire les plateaux, la matinale de Mmh. TF1, aller en fait, chez France Télévisions, tout ça, donc je connaissais pas, ce côté-là Mmh. du métier. C'est pas le truc que je préfère faire, mais bon, il a fallu faire un peu le service Mmh. après-vente. Mais malgré tout, très vite, dans un deuxième temps, tu as eu la communauté des sachants, Ian Ferguson, quand même quelqu'un qui connaît. Tous ces gens-là, ils ont écrit en disant: «Mais les gars, c'est tout à fait, logique». Mmh. Et je rappelle, pour juste terminer, que et on a eu un fort soutien puisque une fois qu'on a mis, la page, qu'on a arrêté, on avait quand même laissé un formulaire pour que les gens qui Mmh. manifestaient un intérêt positif par rapport au modèle puissent s'inscrire. Et à date, puisqu'on n'a toujours pas réouvert en fait, Mmh. de service, mais on a eu plus de 6 000 personnes en fait qui se sont enregistrées sur ce formulaire, quand même. Mmh. Et pour terminer, donc, je rappelle qu'il y a un article du Wall Street Journal qui est sorti il y a une quinzaine de jours, où les journalistes du Wall Street Journal, en fait, ont réussi en juin 2025, même juillet 2025, encore à piéger ChatGPT, donc la version Oui, 4.0, ouais. donc le modèle le plus Oui. riche, Mmh. sécurisé, comme tu le disais, avec des centaines de millions d'entraînements, où ils ont réussi à dépasser tous les systèmes de garde-fous et les fonctionnements de ce modèle. Et pareil, de lui faire générer en fait des textes haineux, Mmh. voilà, voire même de divulguer en fait des secrets, des fameuses backdoors en fait dans les systèmes de la Maison Blanche. Mmh. Donc voilà, donc globalement, c'est aussi, encore une fois, hein, pour terminer là-dessus, un modèle, ce n'est que la représentation de ces données. Et Mmh. il n'y a pas d'intelligence, encore une fois, donc Mmh. on appelle ça de l'intelligence artificielle générative. Mais encore une fois, ce sont des machines des systèmes qui ne font que répéter ou réinterpréter des données. Mmh. Et donc, globalement, si tu arrives à trouver la bonne façon à ce que le modèle te génère une sortie, ben, il va le faire. Mmh. Et donc, pour que ça soit peut-être plus compréhensible pour les auditeurs, je prends toujours, tu sais, il y a Sora, Mmh. pas Sora, oui, si, Sora. Non, Suno, pardon. Tu Oui, sais, la plateforme qui permet de générer c'est de la musique, hein. voilà, de Ouais. la musique. Bah, tu lui demandes de sortir en fait un morceau qui s'inspirerait des yeux d'Émilie de Joe Dassin. Si tu le, si tu promptes comme ça, le modèle te dit: «Ah non, je peux pas, puisqu'en fait, c'est Mmh. contre, ça respecte pas la réglementation». Mais tu lui dis: «Génère-moi en fait une chanson dans les yeux d'Amélie par Joe Bassin», Mmh. et le modèle en fait te génère sans problème en fait une, Ah oui, ouais. voilà. Donc en fait, c'est On n'a pas assez résolu, en simple. fait, ces Non, questions. donc concrètement, un peu de naïveté personnelle de ma part, concrètement, mais beaucoup, en fait, de marques de soutien et qui, en fait, finalement, ont fait que, on n'a pas arrêté, Ouais. mais on communique moins, on se met moins, en fait, on travaille plutôt avec notre communauté, moins avec le grand public pour l'instant. Ouais. Et donc du coup, on reviendra, quand on sera prêt. Et donc il y a 2 choses, en fait, sur lesquelles on travaille là, qui guident un peu nos travaux. Un, c'est fiabiliser et limiter les hallucinations de modèles. Mmh. Donc là, on a réalisé une technologie qui s'appelle OpenRAG, Mmh. début juillet 2025, qui permet d'avoir, en fait, d'apporter des compléments de connaissances à des modèles. Pas Mmh mh. uniquement sur Lucie, ça marche tous les modèles Mistral de Meta, et globalement de connecter ces modèles avec les données de l'entreprise pour Mmh. fiabiliser les réponses.
Et puis, je pense qu'on va en parler aussi. On prépare l'UCV2 aussi. Yes. Ouais. Et j'en profite là pour te poser la question sur parce que vous avez fait le choix de voilà, moins de données, plus de qualité, quelque chose de propre, on respecte les droits d'auteur, voilà, et c'est très dur, hein, finalement de rivaliser avec, bon, tu as, l'entreprise qui est, surcapitalisée, donc surfinancée, qui a pillé, toutes les données du web. Vous, vous dites à côté: «Bon, nous, on n'a pas trop de moyens, on fait ça proprement, on va pas piller les données et on vise, des performances, pas comparable. Finalement, c'est ça le pari et que vous essayez, enfin que vous êtes en train de relever finalement. Donc ça, c'est un méga challenge quand même, mine de rien et bravo pour ça Merci. et d'un côté, tu vois, je me dis, il faut que je te questionne sur ce cette théorie de, tu sais, l'effondrement des modèles où on Mmh. dit, voilà: «Garbage in, garbage out». Tous les gros modèles, aujourd'hui, ont pillé le web, ils ont des données un peu cracra, et cetera et donc on dit: «Bah, voilà, tu génères à partir de données, pas très propres. Tu as une output, ça te demande beaucoup, beaucoup d'efforts finalement de sortir quelque chose de propre derrière et en même temps tu réapprends sur, tout le web où, bah, il y a de plus en plus de données, générées, synthétiquement et donc il y a cette théorie que, bah, ça c'est pas viable et qu'au final, tous ces gros modèles vont s'écrouler. Finalement, si cette théorie s'avère vraie, bah, vous prémunissez, de ça avec Lucie. Enfin, c'est quoi ta position sur l'effondrement des modèles? Tu y crois pas vraiment? Tu penses que ça pourrait être un avantage à terme? C'est quoi ta vision? Alors, théoriquement, plus tu as de données, plus tu as des modèles performants. Le problème, c'est qu'en fait, le volume de données qui sont générées par des vrais humains actuellement est, dépassé par, en fait, des générations qui sont faites par des modèles plus ou moins, Mmh. bien intentionnés ou plus ou moins bien, travaillés. Plus toutes les mécanismes qui sont utilisés, par les puissances étrangères, ou, d'autres entités pour générer des fake news. Donc effectivement, c'est globalement, c'est moins le sujet des données d'apprentissage que la qualité des données qui nous entourent et qu'on Mmh. pratique aujourd'hui sur internet, qui mécaniquement, en fait, est en train d'aujourd'hui diminuer. Mmh. Puisque, mécaniquement, il y a de plus en plus de contenu généré, en volume par Mmh. rapport à ce qui a été, réellement créé par des humains. Donc oui, la qualité, donc plus tu as de données, plus tu fais des meilleurs modèles. Sauf qu'effectivement, vu que la donnée aujourd'hui qui est produite, elle est de moins en moins de bonne qualité, effectivement, on peut avoir et on l'aura, des modèles qui arrivent en fait à une certaine forme en fait d'asymptote, sur les performances parce que tout simplement ils seront, feedés, alimentés avec des choses qui sont de Mmh. moindre qualité. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est pour ça que de plus en plus, de tu vois, Meta, hem, donc abandonne progressivement les architectures de modèles actuelles qu'on appelle transformers Mmh. et teste d'autres approches. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du web sémantique ou, des données structurées. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui explorent des entraînements de nouveaux modèles basés sur de la donnée structurée et pas en fait sur des, milliards, voire trillions en fait de tokens. Mince. Et effectivement, je pense que là aussi, on a certainement eu un coup d'avance en essayant de plutôt travailler sur ce que moi j'appelle des SLM, donc des Small Language Models. Et le L est important. Language, on devrait même, je devrais plutôt dire des Small Linguistic Models, Mmh. puisque ce qu'on cherche à faire, c'est des modèles de langue, donc c'est-à-dire des modèles qui ont une pratique et qui ont un traitement équitable des langues. Donc, si on se concentre sur le territoire européen, donc sur les 24 langues Mmh. qu'on citait et qu'on a aujourd'hui sur le territoire européen, et qui ne sont pas par contre des modèles de connaissance, puisque mécaniquement, aujourd'hui, la connaissance qu'on construit, elle est de moindre qualité, pour tout un tas de raisons, hein, celles qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, je pense que là aussi, on a certainement fait un pari qui aujourd'hui démontre pas de la performance comparable au modèle actuel, Mmh. mais qui
très certainement, à terme, est la bonne réponse. Et en tout cas, nous, rappelons que, là, je reprends ma casquette de directeur général de l'Inagora. Nous, on fait du B2C, du B2B, pardon, Mmh. excuse-moi, tu vois, lapsus. Donc, on vend aux entreprises. Mmh. Donc, quand tu vends aux entreprises, ça n'intéresse pas, par exemple, une entreprise, ça va pas forcément qu'un modèle qui ait toutes les connaissances en fait du monde, ça l'intéresse pas. Ce qu'elle va vouloir, Mmh. c'est un modèle qui connaisse ses données de l'entreprise, ses mails, Mmh. les contacts, les documents qui sont dans sa digital workplace. Et c'est là où en fait effectivement ce qu'on construit actuellement est certainement en fait une approche plus vertueuse et plus prometteuse à terme. Parce que de toute façon, aujourd'hui, alors malheureusement, Mmh. avec le shadow AI, hein, puisqu'on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est ce que font beaucoup de monde. Ouais. Personne n'a le droit d'utiliser en fait ChatGPT à titre professionnel, mais tout le monde le fait dans les faits. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit avoir des dizaines, voire des centaines en fait de documents qui partent toutes les minutes, partent chez OpenAI. Mmh. Et ça, c'est catastrophique. Et c'est pas maîtrisé. Donc, en fait, nous, ce qu'on va apporter, c'est une solution, effectivement, où on apporte de la sécurité sur l'utilisation, en fait, des données d'entreprise dans un contexte, en fait, maîtrisé. Donc, OK. effectivement, ce pari de la qualité, moi, je sais, pareil, il y a 2 ans, quand on a lancé ça, on nous a dit, mais alors, mais qui vous êtes? Comment vous allez définir ce qui est une donnée blanche, une donnée de qualité? Bah, moi, j'avais souvent l'impression, toujours, tu vois, une réponse simple parce que, tu vois, tu es obligé d'aller assez vite. J'ai, moi, déjà une donnée qui respecte notre cadre réglementaire. Mmh. Et ça, je pense que c'est important, tu vois? En fait, aujourd'hui, on n'est pas au Japon, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas, en fait, une cour, ici en Europe comme, ce que vient de faire, en fait, la cour en Californie où on dit, ben, globalement, Mmh. les données publiques, ça devient, en fait, des données, en fait, d'entraînement au nom du fair use. On n'a pas cette notion-là, en fait, en Europe. Donc Mmh. concrètement, et ben, si tu veux respecter le droit d'auteur, qui est fondamental, en fait, ici, en fait, en Europe, si tu veux respecter le RGPD, si tu veux être responsable par rapport aux données personnelles des gens, bah, mécaniquement, tu diminues drastiquement le nombre de données que tu peux utiliser pour entraîner. Mais est-ce que, en fait, ça nous disqualifie et est-ce qu'on fabrique des modèles qui sont tellement peu performants par rapport aux grands modèles? La réponse est non. En fait, on n'est qu'à la première version de Lucie, mais c'est très prometteur et les orientations qu'on a prises et l'ambition qu'apporte, c'est la bonne à terme. Bah, si tu veux, moi, j'ai l'impression que ça vient conforter, et du coup, Mmh. bon, bah, le petit épisode du mois de janvier, bah, on est passé outre et puis, en fait, on travaille, quoi, on bosse. Ouais, ouais. Oui et puis, finalement, il y a plein de leviers, que tu peux, actionner, pour sortir de ce paradigme c'est toujours très américain, hein, bigger is better. En fait, nous, on sait, c'est aussi, très français, hein, de savoir que en fait, non, nous, c'est, la c'est pas la quantité, en fait, qui fait, la qualité, c'est vraiment, la qualité C'est et Socrate, voilà. effectivement. Ben oui, on revient, en fait, à des choses de bon sens, mais heu, bigger is better, moi, je comprends très bien d'un point de vue économique parce que plus tu Mmh. fais gros, plus tu es obligé, en fait, de te connecter aux plateformes, en fait, très grosses, donc en fait, celles, en fait, des big tech. Donc Mmh. aussi, le choix de faire des modèles petits, frugaux, hem, Ouais, plutôt, bien taillés, c'est aussi pour choisir là où on va pouvoir les héberger. Donc ouais. bien sûr les héberger, sur le territoire européen, mais si on se projette, on voit bien que la prochaine vague des modèles, elle va être embarquée dans nos lunettes ou dans des dispositifs portatifs. Donc ça, en fait, il faut absolument que les modèles puissent être opérés aussi sur ces devices parce que Mmh. pour certaines données personnelles, il faudra que les traitements, se fassent localement. Donc là aussi, je pense qu'on a plutôt un coup d'avance. Mmh. Sauf que, aujourd'hui, c'est pas ce qui est, mis en avant par, à la fois, les technologies ou les modèles dits, state of the art Mmh. et puis ce que veut le marché. Puisque le marché aujourd'hui, il a besoin d'annoncer qu'il fait des milliards, voire des centaines de Ouais. milliards d'investissements et donc pour justifier effectivement des centaines de milliards d'investissements, bah, il faut pas que tu dises que tu entraînes un modèle comme Lucie ou l'entraînement d'un modèle Lucie, même si en fait on prend, je vais prendre en fait des échelles, assez grandes, mais en fait on est largement en dessous de 10 millions d'euros pour entraîner un modèle comme Mmh. Lucie. Si j'intègre les coûts de constitution du dataset, l'engineering en fait qui a été nécessaire, plus le compute, donc en fait les ressources computationnelles pour entraîner, on est largement en dessous de 10 millions. Mmh. Pour des performances, mmh.
Bah, on n'est pas 100 fois moins bon, en fait, que Ouais, ces modèles-là. ouais, ouais. Donc, en fait, il y a des OK. effets d'échelle, à mon avis, qui sont très prometteurs, en fait, pour la suite. Mmh. Donc en fait, Lucie V2, c'est prochain crack de Nvidia, en bourse. Parce qu'on va démontrer, non. Alors, pas tout à fait, parce que Lucie V2, elle sera encore basée sur l'architecture Transformer. Ouais, Et alors, pour le coup, donc le démarrage de l'entraînement, donc c'est la première fois que j'en parle publiquement, hein, donc va débuter le 1er septembre. OK. Et alors là, en fait, on a aussi un soutien, je tiens à le souligner, indéfectible, en fait, de la recherche académique, puisque en fait, le Lucie V1 comme Lucie V2 est entraîné sur cette fameuse machine dont on entend souvent parler, Jean Zay. Mais cette année, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une allocation stratégique de la machine, c'est-à-dire que pendant un moment plus resserré, mais c'est quand même à minima un mois, voire un mois et demi, on va avoir la totalité, en fait, de la machine Mmh. accessible pour l'entraînement de Lucie, ce qui nous donne, en fait, un volant à peu près de plus d'1 million d'heures en GPU, hein, c'est Ouais, énorme. ouais. Et donc ouais, voilà, mais donc par contre, pour l'entraînement, l'architecture Transformer, elle est encore très connectée, aux environnements NVIDIA, donc et Mmh. puis NVIDIA, c'est des gens très bien, en fait, d'un point de vue technologique, on peut pas faire sans eux Ouais, je pour vois. l'entraînement. Par contre, moi, on suit avec beaucoup d'intérêt les projets européens, pour fabriquer des puces, hein, Mmh. des microprocesseurs ou des processeurs graphiques pour l'inférence, c'est-à-dire au moment de Mmh. l'utilisation. Et sincèrement, dès qu'on a en fait des plateformes qui nous permettent de tester nos modèles sur autre chose que du NVIDIA, Mmh. on le fera avec très grand plaisir, puisque encore une fois, ce qu'on vise, c'est aussi l'indépendance au niveau Mmh. des fournisseurs d'infrastructures. Et là, pour le coup, effectivement, NVIDIA, aujourd'hui, a une place qui questionne, voire inquiète. Mmh. OK. Alors, j'aimerais qu'on parle des 3 grands challenges finalement, que vous êtes en train de relever et qui sont, heu, bah, inhérents en fait à la mission que vous êtes en train de mener. Donc on a le challenge de, la gouvernance, ça on en a parlé en fait, comment est-ce qu'on fait pour, avoir, une véritable gouvernance du commun numérique, qu'est en fait, Lucie. On a les challenges techniques, donc ça on en a parlé en fait, finalement, des challenges, de la performance et de la donnée et ça c'est quelque chose je pense qui mérite d'être un peu plus souvent, partagé et vulgarisé, que les gens comprennent vraiment, ce qui se passe, derrière et la réelle performance en fait qui est, de sortir, un modèle, même un SLM. SLM, Avec des moyens, réduits et les perspectives en fait que ça nous offre et on a, finalement le challenge du business model. Donc ça, on n'en a pas, heu, beaucoup parlé, bah, ce sujet, du financement, et du modèle, derrière, open source. Parce que finalement, toi, même avec l'Inagora sur l'open source, tu as fait des choix très forts, économiques aussi, par conviction. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur, ces modèles, véritablement, open source. Est-ce que tu peux dire, quelques mots, là-dessus? Sur, bah, les défis, tu parles tu me parlais des agents de l'OpenRAG, enfin, bah, c'est quoi je un petit peu la réponse à tout ça? OK, bah, donc sur la gouvernance, en fait, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est une communauté, mais qui n'a pas d'existence, en fait, légale, juridique. Donc, le chemin, devant nous, c'est soit d'apporter Lucie à une fondation existante, qui serait basée en Europe, soit de créer, en fait, une fondation pour lui donner, cette coloration encore plus ouverte, et à l'échelle, en fait, européenne. Là, on est en discussion avec, déjà, certaines, fondations ou autres initiatives européennes, des Eurostack et autres, qui pourraient porter en fait ces initiatives. Et sincèrement, nous, ça ne nous pose pas de difficulté à porter nos assets et les travaux qu'on a réalisés jusqu'à présent, puisque de toute façon, ils sont déjà constitués comme un commun. Donc, Mmh. bon, c'est juste simplement de ouvrir encore plus finalement la démarche et la partager en fait avec effectivement les autres États membres. Donc ça, c'est sur la partie gouvernance. Sur la partie technologique, donc l'objectif clairement affiché de Lucie V2, c'est d'avoir en fait un modèle réellement open source, suivant la définition qu'on a indiquée tout à l'heure, qui soit au niveau de performance en fait des derniers modèles qui ont été produits
par les Chinois, qui sont aujourd'hui pour moi en fait les plus performants, Mmh. à savoir DeepSeek et en fait les Qwen en fait 2.5 et 3. Donc ça veut dire que c'est d'arriver avec des modèles qui ont la capacité de faire du raisonnement, Mmh. entre guillemets, pas raisonnement humain, mais dans la terminologie en fait des modèles aujourd'hui qui ont une capacité tout Mmh. simplement à pouvoir faire des cheminements assez complexes, des chaînes de pensée avec capacité à revenir quand ils constatent que ils se sont fourvoyés, ainsi de suite. En fait, ça c'est vraiment l'objectif en fait de l'UCV2. Donc globalement, je pense qu'on aura des benchmarks. Donc on aura fini d'entraîner, je pense à la fin d'année. Donc début 2026, donc une release en fait de l'UCV2 avec des performances qui soient au plus près d'un DeepSeek et donc du coup d'un O3 en fait d'OpenAI, hein, puisque Mmh. en fait aujourd'hui les performances de DeepSeek c'est à peu près le modèle en fait de raisonnement d'OpenAI. Donc ça veut dire quand même que c'est quand même une sacrée avancée, Ouais. parce qu'il faudra rappeler que c'est uniquement notre deuxième modèle et que finalement tout ça a commencé que en 2024, donc en Ouais. moins de 2 ans. Donc, mais ça, c'est aussi l'intérêt de faire de l'open innovation et de bénéficier en fait des travaux de la communauté open source. Voilà, donc ça, c'est sur les 2 premiers challenges. Et le troisième, effectivement, dont on a peu parlé, c'est les modèles économiques. Nous, pour le coup, là aussi, on a une position assez tranchée. C'est que le modèle fondation, c'est-à-dire Lucie en tant que tel, le modèle linguistique, pour moi, il faut que ça soit un commun. Est-ce qu'il y a un modèle économique et un droit d'usage payant à ce modèle? La réponse est clairement non. Mmh. Après, si les gens n'ont pas la possibilité de l'installer chez eux, mais qui veulent en fait que ça soit une plateforme qui soit montée par l'Inagora ou un autre acteur, un Scaleway, un OVH, un Clever Cloud, et que en fait, quand tu consommes en fait ce service-là, tu payes en fait quelque chose, ça nous va bien. C'est en fait une logique tout à fait. Mmh. Le mode SaaS ou le mode hébergé n'est pas du tout exclusif avec la notion de commun numérique. C'est simplement soit j'ai la compétence et les infrastructures pour le faire par moi-même, Mmh. soit effectivement je délègue cette partie service à un opérateur. Donc pas de modèle en fait, pas de modèle à souscription ou pas de module, pas de montant d'argent. C'est le terme que je cherchais en fait, pas en tout cas de revenus générés sur le modèle en tant que tel. Et donc effectivement nous ce que l'on fait faire et ce que l'on fait dès à présent. Pour ça donc je parlais d'OpenRAG tout à l'heure, parce que OpenRAG c'est vraiment si tu veux de brancher le système en fait d'information du client au modèle. Mmh. Alors, bien sûr, l'UCV2, mais ça peut être n'importe quel autre modèle Mmh. que tu voudrais en fait utiliser. Et là, pour le coup, il y a de la personnalisation, Mmh. il y a en fait de l'analyse de données. Comment en fait aujourd'hui, parmi tous les référentiels qu'on trouve dans les entreprises qui sont multiples, où tu as des documents bureautiques, tu as de la vidéo, tu as plein de choses, et ben comment tu traites ça d'un point de vue connaissance à apporter au modèle. Et donc ça, Mmh. il y a plein de comment dire, d'accompagnement Mmh. et de produits à développer. Et puis ensuite, comme tout le monde, il y a la révolution des agents, où je pense qu'on va avoir un petit moment de désillusion, Ouais. pour être tout à fait Mmh. transparent avec toi, parce qu'en fait, on a cru les agents, que ça allait remplacer, que ça allait révolutionner en Mmh. fait notre travail. Bon, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de maturité des technologies agents, c'est que ça remplace en fait les tâches, bon, où il y a vraiment très peu de valeur ajoutée, mais c'est pas celle où tu perds beaucoup de temps. Bon, je suis pas sûr en fait que l'année 2025 soit l'année des agents et de Mmh. l'agentic AI. Par contre, est-ce que c'est une technologie qui est prometteuse? Oui. Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, en termes de prospective, on parle, est-ce que l'IA générale, celle qui va remplacer les hommes, est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 10 ans? Ce qui est sûr, c'est que sur l'AGI, donc Mmh. cette IA générale, elle ne sera pas en fait concentrée sur les acteurs comme OpenAI. Elle va être en fait Ouais. distribuée. Et la façon de la distribuer, alors peut-être qu'OpenAI aura un rôle à jouer, mais forcément, il devra coopérer avec d'autres systèmes, Mmh. et ces autres systèmes passeront effectivement par des agents. Et alors là, pour le coup, quand on voit, et qui sont toutes open source d'ailleurs, quand on voit ce qu'on appelle le modèle contexte protocol qui a Ouais. été donc les MCP, ou l'agent to agent qui a été réalisé par Google, sont des spécifications 100% open source Mmh. et qui, moi, me font penser
aux fondations de ce qu'on pourrait imaginer demain comme une IA générale, c'est-à-dire une IA effectivement qui sera capable à terme de faire des choses plus rapidement et de façon plus efficace qu'un être humain. C'est une réalité, il faut s'y préparer. Mmh. D'accord? Là, c'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Par contre, est-ce que c'est le modèle Terminator où effectivement c'est tout centré sur un système unique? Non. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et c'est aussi le modèle économique que va développer Dynagora autour des agents. Ouais. Et ça, les agents, tu peux avoir une approche à la fois service ou des produits, parce qu'en fait, effectivement, tu peux avoir des agents suffisamment génériques pour générer, par exemple, des appels entrants, pour générer Mmh. des résumés de réunions et ainsi de suite, qui aujourd'hui, tu vois, où tu passes par des systèmes et puis à la fin, tu te dis, tu le fais une fois, deux fois, puis au bout de la troisième fois, tu dis, bon, finalement, Mmh. le temps que je passe à corriger, améliorer, Ouais, c'est ça. j'ai Tu pas gagnes rien. réellement gagné. Donc ça, en fait, là, pour le coup, il y a beaucoup d'innovation. Et quand on parle des, des centaines de milliards potentiels de chiffre d'affaires à générer sur l'IA, ils seront sur les agents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mmh. OpenAI, si on regarde bien, ne gagne toujours pas d'argent uniquement sur Ouais. une interface conversationnelle telle qu'on la pratique aujourd'hui. Ouais, Il n'y a ouais, pas de modèle économique sur le modèle fondation. Il ouais, c'est faut ça. en fait tout simplement l'accepter. Et c'est pour ça que le modèle en fait aussi de Mistral, il est assez, de mon point de vue, en tout cas, pas fragile, mais en tout cas, en fait, on peut s'interroger. Mais bon, ils vont bien sûr travailler aussi sur les Mmh. technologies agents. Normal, hein, puisqu'en fait, l'ère des modèles va être dépassée assez rapidement. Ouais, On ouais, sera en train de parler, je pense que dans 2 ans, on se reparle, on parlera d'autre chose et certainement plutôt des logiques agents au service de construction, de processus métiers et de refonte en fait finalement de l'organisation de nos sociétés à l'ère en fait de l'IA générale. mmh mh. Ouais, intéressant, ouais. Ouais, complètement en ligne, avec toi, hein, je rappelle, OpenAI, c'est, 10 000 000 de chiffre d'affaires et 5 000 000 de pertes. Donc, bon, c'est pas viable effectivement et hyper intéressant cette, perspective sur, l'IA générale. Donc, vous serez là, sur le pied de guerre, on vous attend. Merci beaucoup pour cet échange, c'est très riche. Je pense qu'on aurait encore pu creuser, des sujets pendant, vraiment, des heures. Merci pour ton temps en tout cas. Voilà, c'est, Lucie, c'est vraiment un beau projet donc on attend la V2 avec impatience, vraiment et ce qui est vraiment, ce qui ressortait beaucoup, tu vois, quand on préparait l'épisode, c'est ce sujet de en fait, faire de l'IA, c'est quoi? C'est vraiment se poser les questions sur, enfin, c'est des questions existentielles finalement, sur, la place de l'homme, le pourquoi, qu'est-ce qui est juste, ou pas et donc ça laisse, des questions et ça rend aussi positif pour le futur de voir qu'il y a des projets comme ça qui sont en train d'émerger. Donc merci beaucoup et merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre, des commentaires, des évaluations positives et surtout à partager l'épisode. Je vous dis à bientôt pour, un prochain épisode et d'ici là, restons curieux, engagés et critiques.